Quel est le plus simple? Être réalisateur de long métrage ou showrunner sur une série? Il y a vraiment des films cultes qu'on retrouve, ou des séries cultes qu'on retrouve à l'intérieur de cette série, Les As de la Jungle. On est parti tellement loin entre ils arrêtent des météorites, ils font des courses de bagnole en bambou. Enfin, c'était open bar. Au bout d'un moment, il y avait juste le voyage dans le temps, tu vois, qu'on n'avait pas fait les extraterrestres, mais on pouvait y aller. Bon, ok, ils me disent, vas-y, laisse tomber l'histoire du voyage dans le temps. Petite voleuse au Moyen-Âge, ça a l'air cool. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le mec? Mais d'où il sort? Mais, je sais pas, c'est facile. Non, ça, c'est pas facile. Ça. Attends, on peut faire péter un volcan, on peut mettre des cobras partout, mais le singe, il peut pas toucher l'eau. Non, le singe, il peut pas toucher l'eau, il a des poils, il touche pas l'eau. Je comprends pas. Bon, j'étais par les détails techniques, mais ça évite de la faire courir sur les toits avec une robe qui doit être simulée en 3D, tu vois, ce genre de choses. Et voilà. Les gens t'auraient remercié. Merci. Exactement. On voyait les files d'attente de Randy en disant, ok, on a vraiment pas le temps de rendre tout le film avant qu'il sorte. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et puis alors il y avait une règle d'or, c'est que jamais on remettait en question le fait que c'était un tigre. Tu vois, oui, c'était des pingouins. Non, qui c'est qui a dit pingouin? Non, c'est un tigre. Ok, pardon. Ok. C'est pas sympa de mettre des jeux de mots partout. Les traducteurs, mais ils sont galère grave quoi. Oh non, mais partout. Bonjour et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Fournet. Julien est scénariste et réalisateur. Il a signé le long métrage Pile, sorti en 2021. Il a également été scénariste et réalisateur sur la série Les As de la Jungle, série qui connaît un succès international puisqu'elle est présente dans plus de 150 pays. Dans cette conversation fort sympathique, parce que vous verrez, il a beaucoup d'énergie, Julien nous livre les secrets qui font une bonne série et il nous partage son enthousiasme pour la création de mondes, d'univers, de personnages et pour la réalisation avec une grosse inspiration du cinéma de genre. Si cette conversation vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis à activer la cloche. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle écoute. Julien, bienvenue sur The Anima Show. Salut Sabri, merci de ton accueil. Ben non, mais merci d'être présent. Question à travers ton expérience. Quel est le plus simple? Être réalisateur de long métrage ou showrunner sur une série? Les deux ont été de premières expériences pour moi, donc les deux ont leur lot de petites surprises. Faut pas dire difficultés ou obstacles. Difficultés, bien sûr, mais TAT, on surmonte les difficultés avec bravoure. Donc je dirais que je pense que le long métrage Pile a été plus compliqué que le travail que je fais actuellement sur la série. Sur le long métrage, ça a été sportif jusqu'au bout. Oui, donc je rappelle à tous les éditeurs, on est aujourd'hui avec un réalisateur qui travaille au studio TAT et tu as réalisé le long métrage Pile qui est sorti en 2021. Et puis il y a en fait un spin qui s'opère là avec une série Pile, c'est ça? Exactement, je suis super heureux qu'on fasse une série avec les personnages de Pile. Donc on va retrouver Rigolin, Crowbar, Maître Crapulot et autres. Le Chapoul, bien sûr. Incroyable ce Chapoul. Voilà. Et donc on est parti pour une série de 52 épisodes de 13 minutes qui seront diffusés sur France Télévisions. Ok. 52 épisodes de 13 minutes, ça ressemble un petit peu au format qu'on avait sur Les As de la Jungle. Oui, c'est ça, parce que c'était 52 x 11. Voilà, exactement. Alors, du coup, on a 2 minutes en plus, là. On a 2 minutes en plus. J'ai été un peu timide, un peu frileux quand on m'a dit tu la vois comment, la série. On en discutait avec Jean-François et Tosti et David Allo. Je me suis dit, faisons ce qu'on sait faire. Les épisodes de 11 minutes, moi, je m'étais régalé à en écrire plein, à en réaliser plein. C'était toujours un petit peu hystérique, quoi. On avait du mal à rentrer les histoires en 11 minutes. On va se laisser 2 minutes de plus, mais j'avais pas encore je me sentais pas de proposer de faire du feuilleton ou de proposer de faire des épisodes de 25 minutes. Donc je me suis dit, on va reprendre les pantoufles, on va retomber sur un format que j'aime bien, qu'on sait faire, et ça a été un petit peu il y a eu un petit peu ce feeling quand j'ai écrit les premiers épisodes. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, faut pas faire les As de la Jungle avec les persos de Pile, quoi. Faut aller un petit peu ailleurs, quoi. Et voilà, là, je pense qu'on est on commence à avoir écrit
une première moitié des scénarios, et je pense qu'on commence à trouver le ton. Oui, parce que c'est pas chose facile finalement de trouver la tonalité d'une série plutôt qu'un film où on va avoir une structure d'histoire bien complète, et donc c'est plus simple, on va dire, d'y faire rentrer une tonalité, une ambiance, une atmosphère. Là, on va retrouver l'atmosphère de Peel, le long métrage, mais il y aura à développer davantage des personnages, des intrigues, et donc c'est là où il va falloir ramener un peu plus de travail de scénariste, etc., quoi. Ouais, exactement. J'ai eu de grosses surprises en me frottant à l'écriture du long métrage, hein, quand j'ai dit ouais, ok, pas de problème, je vais écrire un long métrage. On en discute avec Jean-François David et Eric Tosti à l'époque, et puis les fondateurs du studio. Les fondateurs du studio. Il y a des jumeaux en fait, hein, Jean-François. Jean-François et Eric Tosti sont frères jumeaux, et David Allo est leur ami d'enfance. Ouais. Et donc quand ils me proposent ça, je pars la fleur au fusil, dire ouais, ok, je vais écrire un scénario de long métrage. Donc on discute sur base de différents pitchs. Tu vois, différentes propositions. Et puis, il y en avait un, c'était une petite voleuse au Moyen-Âge. Voyage dans le temps. Bon, ok, ils me disent, vas-y, laisse tomber l'histoire du voyage dans le temps. Petite voleuse au Moyen-Âge, ça a l'air cool. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, donc je commence à développer ça sur des formats très courts. Et puis, j'étais encore à cheval un petit peu sur la réalisation de la saison 2 des As de la Jungle. Oui, parce que tu as aussi réalisé la saison 2 des As de la Jungle. En partie, on a été plusieurs réalisateurs à bosser sur les 3 saisons des As de la Jungle. Et donc, moi, j'ai réalisé une partie des épisodes, écrit une partie des épisodes, et participé à la Bible des saisons 2 et 3 en créant plein de persos secondaires qu'on a gardés dans l'univers de la série. On en parlera après, parce que ces personnages, ils sont quand même assez iconiques. D'ailleurs, ils sont là, ils nous accompagnent aujourd'hui sur la table, mais... Je suis pas le papa ni de Maurice ni de Miguel quand je suis arrivé. Leur nounou. En tout cas, c'est une IP, une propriété intellectuelle qui cartonne à travers le monde, et c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Mais revenons sur Peel, justement. Oui. Donc, ce processus de création, parce que toi, finalement, tu es un scénariste initialement. Pas vraiment? Alors, pas vraiment. Moi, j'ai suivi à l'ENSAV, donc l'École nationale supérieure d'audiovisuel, qui se trouve à Toulouse, qui est une des rares écoles publiques de cinéma en France, qui n'a pas le prestige de la FEMIS, mais qui voit sortir plein de super réalisateurs et techniciens et producteurs et autres. En sortant de là, j'étais plutôt formé au live comme réalisateur. J'avais une forte préférence pour le cinéma de genre et les trucs un peu destroy. Ouais. Et pour faire mes heures, je faisais du documentaire, des petits reportages, des choses comme ça. Je suis arrivé à l'animation un petit peu tard, si tu veux. Je suis sorti de mes études en 2007 à peu près. J'ai intégré tout le temps dans mes courts-métrages des effets spéciaux, un petit peu d'anime. J'ai toujours été passionné de dessin, mais j'ai pas vraiment une formation. Je suis pas passé par une école d'animation. D'accord. T'es pas passé par une école d'animation? Non. Ouais, ça a été une belle découverte aussi, le milieu de l'animation. Quand je suis arrivé, forcément, au milieu d'équipes qui... je maîtrisais les phases de pré-production, j'avais l'habitude de border mes films, faire des animatiques. J'avais fait un petit cours d'animation moi-même aussi, donc je maîtrisais aussi une partie de la chaîne de post-prod, mais commencer à parler la même langue avec les gens de la 3D, les animateurs, les setupers, les youtubeurs, ça a pris un petit peu de temps. Et, un petit baptême du feu. Un petit baptême du feu, ouais, où il me dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte le mec, mais d'où il sort? Je sais pas, c'est facile. Non, ça c'est pas facile. Ça. Attends, on peut faire péter un volcan, on peut mettre des cobras partout, mais le sage il peut pas toucher l'eau. Non, le sage il peut pas toucher l'eau, il a des poils, il touche pas l'eau. Je comprends pas. Bon, voilà, ça a fini par rentrer rapidement. Non, mais c'est vrai que les contraintes techniques de l'animation et de la 3D sont à prendre en compte. Parce que... Et donc tu as fait tout cet apprentissage directement sur une production en fait qui était celle des As de la Jungle. Ouais, pas mal, quand elle était un peu naissante, ou même elle avait fait sa première. Alors moi j'avais un petit pied, un petit orteil dans l'animation parce que période 2009, c'était la grande hype des projets transmédia. Là, je sais pas si tu te souviens, on parlait beaucoup de ça,
des projets qui étaient à cheval sur plusieurs plateformes. Voilà. On va faire un jeu vidéo, et puis il y aura une série télé, et puis tac, il y aura des applis sur le téléphone, tout ça. Et il y a eu pas mal d'appels d'offres, des propositions de bourse, des choses comme ça. Et moi, pendant 2 ans, à peu près entre 2009 et 2011, j'ai bossé avec un copain, Mathieu Maillet, sur un projet qui s'appelait NetQuest, qui était porté par Label Anime. D'accord. Et voilà, le projet n'a pas vu le jour, mais ça nous a appris plein de choses. Et puis moi, ça m'a permis de faire mes premiers cartoon forums, d'aller au MIP, voir les gens de l'anime, tout ça. Et puis le projet capote, et je fais, bon allez, maintenant, de toute façon, il n'y a rien à Toulouse. Les TAT avaient déjà fait Opération Banquise, Spike, mais bon, ils avaient, tu vois, des projets de spéciaux TV ponctuels, comme ça. Ouais, c'est ça. La dernière fois que j'avais bossé avec eux, donc c'était sur Opération Banquise, et j'avais bossé comme monteur d'animatique. On se connaît depuis 2001 en fait avec les TAT. Toulouse est un petit village. Et voilà. Et moi, quand je faisais mes études, on s'est vite rencontrés entre fans du cinéma de genre. Les TAT avaient commencé l'animation, mais ils faisaient de la stop-mo, ils faisaient de la pâte à modeler, et puis c'était aussi des gros fans de cinéma de genre, donc on se retrouvait pour parler western, cinéma chinois, films d'action, cinéma américain, tout ça. Et mes premiers stages sur des courts-métrages, c'était mes premiers coups de main sur les courts-métrages, c'était avec les TAT, donc on est restés copains. Et puis le jour où je fais, bon ben là maintenant il faut que j'aille chercher du boulot à Paris, je vais pas réussir à bosser à Toulouse. Jean-François m'appelle en me disant, on vient de décrocher un projet de série là, 52 épisodes de 11 minutes, est-ce que ça te dirait de venir écrire des scénarios? Donc là, je suis ça a l'air plutôt cool. Donc je saute de joie, j'y vais. Et je commence à écrire quelques scénarios pour la saison 1 des As, et assez rapidement. La mayonnaise prend, quoi, voilà, vous entendez bien. Et David me dit, ce serait bien si tu commençais à réaliser quelques épisodes. Et voilà, je me retrouve du coup à réaliser une partie des épisodes. Mais là, justement, on se trouve finalement au cœur de cette petite rencontre de fans de cinéma de genre. L'ADN même de cette série, en fait. Parce que pour moi, j'ai l'impression de voir l'agence Tourisque, il y a des choses autour des sets mercenaires. Tu vois, il y a vraiment des films cultes qu'on retrouve, ou des séries cultes qu'on retrouve à l'intérieur de cette série, Les As de la Jungle. Moi, je le regarde avec mon fils, franchement, je décroche pas, quoi. Parce que t'es pris dedans, t'as des petites références à des trucs qui résonnent quand t'es adulte. Tout ça pour dire que, finalement, ce petit marmelade de début, c'est ce qui a fait vraiment... cristalliser l'ADN. Carrément. La petite pincée de références cinématographiques, de petits clins d'œil pop culture, de clins d'œil aux adultes aussi, hein, que France Télévisions nous a laissé aussi faire. Ça, c'est cool. Ils nous ont laissé faire 2 niveaux d'humour, et je pense que c'est ce qui fait que la série, à un moment, a été vue par des enfants, mais aussi par des adultes qui regardaient ensemble. Et ça, c'était cool. Comme tu dis, tu regardes avec tes enfants. Il y a des créneaux. Ils se sont rendus compte que, tiens, à ce moment-là, ça marche bien. C'est pas à 8h du mat, tu vois, où il y a que les enfants qui regardent. Ils l'ont déplacé. C'est ça. Au début, c'était dans les tranches de début. C'est un peu technique, mais sur la programmation télé, quoi. Les tranches de début de journée. Et puis, ils les ont basculé entre 18h et 20h. Et là, l'audience a complètement décollé, quoi. Exactement. Voilà. C'est un vrai boulot, du coup, de diffuseur, quoi, de réussir à trouver, à faire marcher le programme, quoi. Et on le doit... Pour ça, on leur doit une fière chandelle, parce qu'ils ont été derrière tous les projets de TAT depuis le début. Ça, c'est bien. Une vraie collaboration, quoi. Ouais. Et donc voilà, il y avait ce petit esprit clin d'œil, ce petit esprit référence. Tiens, si on faisait un épisode Terminator avec des patates robots, bien sûr tout à hauteur d'enfant, mais avec des références accessibles, faciles pour les adultes, quoi. Et nous, ça nous éclate quand on bosse aussi, quoi. On est super content. Alors, j'ai un peu calmé le jeu sur les refs, etc. Dans Pile, parce que ce petit côté anachronique, il y en a quand même un petit peu, mais j'ai un petit peu calmé le jeu, histoire que ce soit pas un univers trop parodique, tu vois. Dans Les As de la Jungle, au bout d'un moment, on est parti tellement loin, entre ils arrêtent des météorites, ils se font des courses de bagnole en bambou. C'était open bar. Au bout d'un moment, il y avait juste le voyage dans le temps, tu vois, qu'on n'avait pas fait les extraterrestres, mais on pouvait y aller.
Et donc, voilà, plein de refs aux films qu'on aimait, qu'on adorait. Et ça nous mettait le smile en bossant, ça met le smile aux équipes aussi. Ils se font. Ouais, parce qu'après, derrière, il faut animer toutes ces idées, quoi. C'est beaucoup de boulot. Il faut concevoir les props et tout quand il y en a. Enfin, D'ailleurs, je me demandais, c'est quoi un budget d'une série Les As de la Jungle en 52x11 ? La saison 1, c'est à peu près 7 millions d'euros. Les saisons suivantes sont un petit peu en dessous. J'ai peur de te dire des bêtises, donc je ne vais pas trop m'avancer. Donc, en tout cas, c'est ces ordres de grandeur. Ouais. Ces ordres de grandeur. Et voilà, et on revient à peu près sur cet ordre-là pour la série Peel. Est-ce qu'il va y avoir dans la série Peel un peu la même mécanique que sur les As de la Jungle où il y a la sirène qui démarre et puis on place l'intrigue et puis il faut qu'ils aillent résoudre l'intrigue. Est-ce qu'il va y avoir cette mécanique-là qui est une mécanique en fait qui évite de faire du feuilletonnant, parce que les chaînes ne veulent pas du feuilletonnant, qui permet aussi aux enfants de retrouver une sorte de gimmick, et c'est plaisant, c'est confortable, il faut le dire, même quand on était gamin, on avait cette sensation-là, et qui vous permet aussi, en termes de fabrication, de concevoir plusieurs paysages et tout ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir aussi cette contrainte-là installée dans votre série Peel? Oui, tu as oublié qu'à chaque fois qu'on revoit les plans du volcan, qui sont les mêmes à chaque épisode, c'est autant de plans qu'on n'a pas à refaire pour l'épisode, et c'est autant de secondes précieusement économisées. Au budget. Voilà. Donc, on y a été très fidèle sur la saison 1. On a commencé un petit peu à trahir le truc sur la saison 2 en se disant c'est bon, c'est installé, on connaît le truc, on réduit un petit peu cette fameuse séquence de réutilisation où les personnages descendent tous au repère et se rassemblent. On a créé le gimmick, on sait qu'effectivement il marche comme l'agence touriste ou comme une équipe de super-héros. Déterminer tout ça en même temps. Voilà, c'est bien inscrit, je pense, chez les téléspectateurs, et on a commencé à le lâcher un peu, et carrément en saison 3, se permettre d'écrire des épisodes où les As étaient pas tous ensemble, où on allait être focus sur un personnage et pas les autres, voire même des fois suivre un méchant. Voilà. Il y a une liberté qui s'est gagnée au fil des saisons et au fil du succès et de la reconnaissance de la série. Voilà, dans ma tête, je me dis, peut-être qu'il va y avoir une mécanique un petit peu identique sur Peel. On est très centré sur elle dans les premiers épisodes. Elle va partir à l'aventure soit avec Crowbar, soit avec Crowbar et Rigolin, soit avec ses fouines. Elle a toujours ses fouines. C'est pas encore tout à fait une super-héroïne, c'est pas une justicière. Elle rêve de devenir justicière. Mais Crowbar, son papa adoptif, qui, lui, chevalier un peu maladroit, rêve... Voilà, il rêve que sa fille, Peel, devienne une petite noble, quoi, que ce soit quelqu'un un petit peu... Une ascension sociale. Mais elle, c'est une petite rebelle, elle n'a rien à faire d'être une noble. Donc elle, ce qui l'intéresse, c'est sauver les gens, aller à la rescousse de la veuve et de l'orphelin, attraper des bandits, etc. Et... il lui a offert dans le pilote une jolie petite robe de princesse. Cette robe de princesse, elle l'a saoulée parce qu'elle marchait dessus tout le temps. Elle n'arrive pas à faire 3 pas sans se casser la figure. Donc elle a fini par la déchirer, se rendre compte qu'elle avait fait une grosse bêtise parce que ça tenait vraiment à cœur à Crowbar. Et donc elle va la bricoler et se fabriquer une espèce de costume transformable. Donc une robe... retroussable, transformable. Et elle a une espèce de petit costume, quoi. De petits costumes et de petits gimmicks comme les Magical Girls, tu vois, des trucs comme ça. Et donc quand elle passe à l'action, Peel a fait il y a la musique, et en quelques secondes, elle a retroussé sa robe et elle se retrouve avec une espèce de petite tunique un peu plus près du corps. Bon, j'étais par les détails techniques, mais ça évite de la faire courir sur les toits avec une robe qui doit être simulée en 3D, tu vois, ce genre de choses. Et voilà. Les gens t'auraient remercié. Merci. Exactement. Et donc ça réinstalle un petit gimmick qu'on va placer dans la série, qui va être waouh, le moment où elle transforme sa robe, c'est que ça va barder, quoi. Trop bien. T'as réussi à bien allier les choses pour que qu'il y ait ce truc un peu de je revais ma cape de super-héros aussi. Voilà, un petit peu. Trop bien. Et donc bon, il y a plein de choses qu'on pourrait développer, mais ce que je perçois, c'est que t'aimes bien raconter des histoires, en fait, et c'est ça que je voulais absolument qu'on traite sur Anima Show aussi. C'est derrière un peu toute la technicité ou le business, etc. Il y a aussi avant tout l'envie de créer des histoires, de raconter des trucs, de faire rire, marrer les gens qui se divertissent, quoi. Ce qui est super bien réussi sur les As de la Jungle, justement. Et là, j'espère que dans Peel, on retrouvera un peu ça. Moi, j'ai des questions aussi d'ordre d'organisation du travail, parce que une fois que sont posés les scénarios, une fois que sont posées les premières animatiques et tout, comment est-ce que tu mets en bataille finalement, là c'est la casquette réalisation dont je suis en train de parler, comment tu mets tout le monde en bataille et comment tu organises les opérations pour
délivrer l'animation et puis derrière la musique, le score, enfin les voices. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Alors, on va rendre à César ce qui appartient à César. On a une équipe à la direction du studio là, qui est très solide, super forte, et qui drive les projets sans que forcément moi j'ai à mettre le nez dans de la prod, du planning, des choses comme ça. On a sans doute à gagner à être encore plus lié entre prod et créa, parce que si tu veux, j'ai attaqué la série en me disant on a fait le film, drag and drop, on va prendre tout ce qu'on a fabriqué pour le film, les assets et tout. Bon, t'imagines que on bossait sur 3ds Max, on passe sur Unreal pour la série, d'accord. Et on anime avec Maya, donc t'imagines que tout notre pipe, tout notre process qu'on avait construit pour le film et pour les précédentes prods, il tout à reprendre. Il vole un éclat. Donc on a toute une équipe de R&D qui a bossé. Pourquoi vous avez fait le choix de passer sur Unreal alors? J'aurais du mal à te répondre. Je fais pas partie des gens qui sont à l'origine de ce choix-là. Okay. Je pense que c'est le choix de se dire que de ce que j'ai entendu, j'ai peur de dire des bêtises, mais bon, tant pis, je me lance. Il y a un choix économique forcément. On va avoir du rendu temps réel. Nous, on avait des équipes de rendu qui passaient vraiment beaucoup de temps à rendre les images du film. Ouais. Ça a été un truc assez critique sur pile. On a rendu le film 15 jours avant qu'il sorte et on voyait les files d'attente de rendu en disant ok, on n'a vraiment pas le temps de rendre tout le film avant qu'il sorte. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je te raconterai si tu veux, mais voilà. Donc on s'est dit temps réel, ça peut être cool, ça peut être moins cher. Ça peut être de la nouveauté pour les équipes, ça peut permettre de bosser avec des budgets moindres sans trop se limiter non plus sur le rendu, parce que c'est quand même bluffant ce qui se fait maintenant avec ça commence à être bien. Donc allons-y et voyons si les prods télé de TAT pourrait se faire en temps réel, sachant que les autres prods actuels, les longs métrages qui sont en cours ou la série pour Netflix, Astérix, réalisée par Chabat, ça c'est fait avec les anciens pipes, avec du rendu, etc. Il y a eu ce choix-là. Il y a eu peut-être aussi le choix de se dire qu'il y a quelque part, à travers ce pipe, quelque chose de moins énergivore. Tu vois, on n'a pas des fermes avec des dizaines, des centaines de machines qui calculent pendant des heures, des jours et tout. Donc on est sur quelque chose, peut-être restreignant parfois un peu la qualité, mais de moins énergivore, donc un peu plus écolo. Voilà. C'est un ensemble de critères qui a fait ensemble de critères. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans l'équipe qui étaient très très excités à l'idée d'essayer. C'est un challenge aussi, finalement, même pour les animateurs. Enfin, les animateurs, l'animation sera sur Maya. Sur Maya, mais ils sont contents de savoir qu'il y a Unreal dans le pipe. Enfin, contents. Je m'avance un peu pour eux. Tout le monde est excité. Tout le monde se dit on va avoir des surprises. Moi ça y est, je commence à être un peu vieux, je suis en mode hop, comment ça va se passer tout ça, mais c'est porteur aussi, même si même si c'est que de la technique, il y a plein de gens qui ont les yeux qui brillent en disant waouh, on peut faire ça, regardez en temps réel et tout. Non mais c'est un sujet, et d'ailleurs on va le traiter aussi sur Animation, parce qu'on va faire un petit focus à un moment sur Unreal. C'est en train de rentrer aussi dans l'industrie de l'animation, et là clairement un studio comme vous qui a pignon sur rue, qui fait des super trucs et tout, décider de partir sur Unreal, c'est aussi un choix qu'il faut d'être observé et analysé. En tout cas, sur les As de la Jungle, je voulais aussi parler un peu du rayonnement qu'a ce programme, je pense qu'il a été distribué la dernière saison à 150 pays, quoi. C'est un truc démentiel. Il faut se rendre compte que même en Corée, les films de Tat sont regardés, sont adulés. Et donc j'aimerais bien décortiquer finalement sur l'aspect artistique. Qu'est-ce qui fait que c'est un succès? Tu vois, on a le personnage ici, Maurice, qui est ce pingouin adopté par un tigre dans la jungle. Donc c'est vraiment le pingouin qui s'est égaré, enfin en tout cas quand c'était un œuf, qui se retrouvait
de la banquise sur un pays plutôt équatorial, en jungle, et puis une tigresse tombe sur lui et l'adopte, et puis lui montre ce que c'est la vie d'un tigre dans la jungle, quoi. Et donc lui il se prend au jeu, puis il pense être un vrai tigre, et puis jusqu'à se peindre, etc., et avoir une attitude de tigre un peu velléitaire, en même temps courageuse, etc. Donc déjà il y a un sujet sous-jacent qui est l'adoption, parce que l'identité, adoption, et qui est vraiment un thème intéressant, et surtout de le mettre comme ça dans un programme de divertissement à fond, c'est vraiment bien fait, quoi. Et puis il y a un autre thème qui est l'adaptation dans le milieu de la jungle, le fait qu'il se fasse des copains, etc., et puis qu'il se passe des aventures. Donc est-ce que, parce que je termine aussi, mais lui-même adopte un poisson qu'il appelle Junior et qui lui aussi se prend pour un tigre. Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, voilà, donc c'est un peu long ce que je veux dire, mais en gros, il y a plusieurs choses dans la créativité de ce programme qui, j'ai l'impression, a participé à son succès. Typiquement, cette histoire de l'adoption, typiquement cette histoire de un peu loufoque du pingouin tigre ou du poisson tigre, etc. Est-ce que c'était volontaire initialement, ou est-ce que c'est vraiment quasiment un accident d'écriture, quoi? J'étais pas là à la création des perception des choses. Ma perception, c'est que effectivement, on a un personnage, Maurice, qui physiquement incarne un conflit de fou. T'es là, ok, c'est un pingouin, il a derrière des trucs, il y a un truc qui va pas, j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. Voilà, rien que l'icône de Maurice attire l'attention, je trouve. C'est un personnage très charismatique. Alors en plus, voilà, quand il a effectivement son bocal avec son poisson rouge sous la nageoire, graphiquement déjà, on sent qu'il y a un truc qui va être fun, qui va être drôle et qui marche trop bien, hein. Ouais. Franchement, tu le vois balader dans la jungle avec son truc et tout. Putain, mais t'es avec lui, quoi. C'est ça qui est marrant, parce qu'il a un petit peu ce côté charismatique et tout. Oui, et puis alors il y avait une règle d'or devant les créateurs, hein, devant Eric, Jean-François et David, c'est que jamais on remettait en question le fait que c'était un tigre. Tu vois, oui, c'est ça. Qui c'est qui a dit pingouin? Non. C'est un tigre, ok, pardon, ok. Donc, ah oui, c'est même en interne, en fait. Même en interne, tu vois. La reading room, là. Et alors là, il regarde, et alors quoi, il regarde un oiseau? Ouais, non, mais il s'en fiche de regarder un oiseau. Lui, c'est un tigre, ok, d'accord. Donc, c'était assez marrant. Ce personnage-là est très fort. Les autres personnages marchent très bien aussi. On a parlé de Miguel tout à l'heure. Le gorille Miguel. Ouais, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Donc à la base, c'était donc un énorme gorille chaotique qui ne savait pas exprimer sa joie autrement qu'en tapant. Donc quand il se faisait des copains, il les tapait, etc. Petit à petit, on s'est rendu compte que dans une série pour les enfants, ce genre de comportement n'était pas très cool. Donc le personnage a été un peu mouvant, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est resté... il y avait un petit côté Homer Simpson avec un personnage qui en fait moralement est très fort. Tu disais tout à l'heure, il est fidèle, il est loyal. Il est hyper fidèle, ouais. Et donc c'est un personnage qui moralement va jamais se tromper, mais qui voilà a une manière de s'exprimer. Il conjugue pas, il balance le verbe à l'infinitif et voilà, il va se louper sur certains trucs, mais malgré tout, il a une espèce de forme de régularité, d'intelligence, et on peut compter sur lui. Une morale solide. Ouais. Et à côté de ça, t'as Patricia et Gilbert. Patricia qui va être un petit peu mouvante. La chauve-souris, voilà. Donc elle était très très loufoque en début de saison, et elle a pris en puissance parce que c'était un peu notre seul personnage féminin aussi. Un petit point noir. Donc elle s'est un petit peu calmée sur le côté délire où moi au début je la voyais un peu comme une Phoebe, tu vois, dans Friends. This producer of this teeny record company who said that I have a very fresh offbeat sound and she wants to do a demo of Smelly Cat. Elle était très Phoebe Elle était très Phoebe dans Friends, avec une grotte qui s'écroule. Elle était là, je vais pas la retenir très longtemps, et toute seule minuscule avec tout qui s'effondre au-dessus d'elle. Et finalement, c'est devenu un personnage qui pouvait être un petit peu le pendant sérieux des autres. Quand les autres faisaient vraiment n'importe quoi, elle pouvait les remettre sur terre, ou au contraire, elle pouvait repéter un petit câble pour être dans un délire ou s'énerver à des moments où on s'attendait pas du tout à ce qu'elle s'énerve. Et pour finir, Gilbert qui lui est anglo-saxon. C'est quoi déjà comme animal? Un petit tarsier, donc une espèce de petit primate là qui vit tout le temps accroché à sa branche. Donc toute la saison, Miguel se trimballe la branche sur l'épaule parce que l'autre ne veut pas quitter sa branche.
Ça fait partie des trucs pareils qu'on a dégagés au fil des saisons parce que c'était tellement contraignant, tu vois, en mise en scène. Et lui, c'est l'intello, mais c'est l'intello névrosé, c'est l'intello qui peureux, pas très courageux et qui parfois peut lui avoir une morale un petit peu limite, tu vois, en mode non, on va pas les aider, c'est trop dangereux. Bah si, on va les aider, Gilbert. Et voilà. Et donc tous ces personnages-là ensemble faisaient une super très cocktail, bonne, super cocktail. Donc un cocktail harmonieux parce que c'est ça qui est difficile à faire et là ça marche super bien. Et du coup on les retrouve, ils ont leur trait personnalité. On arrive à les placer, quoi. Et c'est pas chose facile parce que il y a plein de films d'animation ou de séries d'animation qui ont démarré pensant faire une IP qui allait connaître le succès international et tout, et ça ne fonctionne pas. Souvent parce que l'alchimie entre les personnages n'existe pas, on n'arrive pas bien à les cerner et tout. Et je trouve que dans le développement artistique, avoir des prises de parti très tranchées, ça aide aussi à s'identifier aux personnages ou à les adopter et à vouloir les suivre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté, faut pas trop faire du lisse. Non, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Tout à fait raison. Il y a un petit ingrédient en plus pour faciliter l'identification aux as de la jungle à travers le monde entier, c'est que ce sont des animaux aussi et que, on le sait, dans l'animation, c'est plus facile, quelle que soit ton origine, ton âge, ton sexe, de t'identifier à un personnage qui du coup a pas des traits humains. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu universel chez eux et pas très lisse, hein, parce que c'est vraiment une bande de bras cassés qui arrivent que parce que ils reposent les uns sur les autres, qu'ils utilisent vraiment les particularités de chacun et qu'ils acceptent leurs défauts et qui fonctionnent comme ça en se serrant les coudes. C'est doublé aux États-Unis par John Lithgow, c'est ça? C'était le cas sur Opération Banquise, je pense. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Et donc, on parlait des personnages, il y a aussi Al et Bob. Les crapauds, j'imagine que c'est Al Pacino et Bob Robert De Niro, enfin j'imagine dans les noms. On voit ces références qui sont données tout dans. Pareil, je pourrais pas t'en dire plus sur la créa de ces persos. En tout cas, il y a une alchimie là qui s'est passée entre les doubleurs, Emmanuel Curtil et Paul Borne, quoi, qui se marraient vachement ensemble à faire ces deux personnages, ces deux sidekicks, quoi, des as, quoi. C'était vraiment cool. Du coup, c'est des personnages qui ont pris de l'importance, quoi, qui ont eu droit à leurs épisodes, à eux. C'est ça, un peu des spins et tout. Non, mais super. Et donc, revenons sur Peel. Peel, quand il sort en 2021, comment tu ressentais, comment tu vivais cette expérience? Parce que ça a été challenging quand même de faire un film post-Covid, enfin pendant Covid en fait. Ouais, c'est ça, c'était pas post, c'était ça, c'était dur. Ça, c'était dur. Il sort en août 2021, donc on se rappelle avec pas beaucoup de plaisir de la période, hein, coton-tige pour aller au cinéma et tu gardes ton masque dans la salle et tu ne peux rentrer que si tu as le pass, tout ça. Ouais, c'était dur pour tout le monde et je pense que c'était extrêmement dur pour les gens, les exploitants de salles et tout. Et donc du coup, on n'était pas très rassurés quand le film est sorti et donc SND a vraiment mis le paquet pour faire tenir le film longtemps, pour qu'on atteigne entre 450, aux alentours de 480 000 entrées, le film a fini, un truc comme ça, qui était honorable vu le contexte, clairement. Vu le contexte. Sincèrement, au début, on s'attendait à plus. Il y avait la Patte Patrouille en face aussi, hein, cette petite concurrence aussi pas évidente quand même. Hein. Et voilà, moi j'ai eu le plaisir d'accompagner le film dans des salles et de voir des exploitants de salles, quoi, aussi poussés pour le garder, et SND, je sais, a fait beaucoup pour ça, donc c'est chouette qu'il ait eu cette vie là, quoi. On a soufflé tous en disant ouf, ça n'est pas trop mal sorti vu la période, mais c'était ça devait être un peu challenging, mais sur la suite après, il continue à vivre en VOD, je sais pas s'il est disponible sur les plateformes, s'il me semble, sur Prime.
non, il n'est pas disponible sur des plateformes. Il a sa vie en VOD, il s'est baladé à travers le monde et il a eu de chouettes succès sur certains territoires. Europe de l'Est, il y a des Europe de l'Est, oui, c'est ça. Ouais. Et là, il est sur une plateforme aux États-Unis, ça c'est chouette. Les États-Unis sont un territoire que le TAT commence à investir. Il y a Les As de la Jungle 2 qui sortait il y a quelques jours dans les salles là-bas. Et voilà, c'était pas facile d'aller sur ce marché. Je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus parce que c'est pas mon boulot, mais je sais que Jean-François David était très fier que les prods vivent là-bas aussi. Et puis, il a fait un joli tour du monde où il a cumulé plus d'un million d'entrées, tout ça. Donc, c'était très chouette, quoi. Et là, sur la série, tu as une stratégie pour essayer de faire de l'international aussi, ou est-ce que... Ou tu verras en fonction de comment ça évolue sur la prod? Pour avoir travaillé sur 3 saisons sur les As, sur une des saisons, on travaillait directement avec les gens de Super RTL, qui était le diffuseur allemand. Et donc, on avait beaucoup de retours sur les spécificités d'écriture, de mise en scène pour un public international. J'avoue que j'ai un peu fait le mauvais élève et il y a plein de trucs que j'ai complètement oubliés en disant fait plaisir. Genre les jeux de mots, c'est pas sympa de mettre des jeux de mots partout. Les traducteurs, ils y arrivent pas. Non, mais ils sont en galère grave, quoi. On en met partout. On se régale. Et en plus, c'est même pas le truc qui font particulièrement marrer les enfants. Ça me fait marrer nous. Bon, si les traducteurs arrivent pas à traduire tout, c'est pas très grave. On perdra quelques jeux de mots, c'est pas très grave. Voilà. Après, comme on le disait tout à l'heure, c'est des humains cette fois. On va essayer de diversifier un petit peu plus les personnages de Peel. On va essayer de voyager un petit peu, de rencontrer plein de nouveaux persos qui viennent d'ailleurs, tout ça, pour que pour inviter au voyage, quoi, tout simplement. Pour que tout le monde puisse s'identifier au perso de la série. Mais voilà, on va quand même retrouver tout le paquet de persos qu'il y avait dans le film. Qui reviennent. D'accord. Ils reviennent tous. Et ça se passe toujours en Occitanie? Oui, une région qui ressemble à l'Occitanie. Bon, il y a des licornes, il y a des dragons. Hein. Oui, on en a plutôt. L'Occitanie aussi, il y a des licornes et des dragons. Et des rugbyman. Et des rugbyman aussi, ouais. Tu suis un petit peu d'ailleurs le rugby? Non, désolé. Je ne suis que la boxe française. Boxe française, t'es très boxe française. Très bien, t'es servi en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'univers, qui ressemble à l'Occitanie, c'est parce que quand on a commencé à dessiner les décors du film, on allait regarder Rebelle, on allait regarder Réponse, tout ça, on s'est dit c'est un peu dommage de se faire un Moyen-Âge un peu anglo-saxon, alors qu'à côté de chez nous, il y a Carcassonne, il y a Cordes-sur-Ciel, il y a Saint-Cyr-la-Popie, il y a plein de trucs magnifiques. Donc on a fait un petit tour. Plein de forteresses. Ouais. Et c'est ça. Vous êtes allé en repérage et tout ça. Ouais, on est parti en repérage et on s'est dit, on va se faire des trucs un peu rocheux, un peu vertigineux. On va rajouter de la brique, de la tuile, on va revenir vers des couleurs un petit peu plus chaudes, mettre une végétation un peu plus méditerranéenne. Et voilà, ça nous a permis de teinter un peu l'univers et de se couper, de s'éloigner un petit peu, tu vois, de Robin des Bois, tu vois, ou de Chevalier de la Table Ronde. Et voilà, et ça, on le garde un petit peu. Il y a ce côté, on va à Rocambrume, donc on va manger du tartichon, on va manger de la cassoule, qui est un plat, ça donne envie, tout ça. Il y a la gloute, ça, c'est moins bon, ça. À base de navet, c'est moins bon, ça. Et voilà, mais du coup, effectivement, l'idée de créer ce petit univers moyenâgeux, un peu Occitanie, un peu rural, avec plein de persos hauts en couleur. Ça, c'est vachement cool sur la série parce que chaque nouvel épisode, on peut développer un nouveau personnage, rajouter un petit ingrédient dans l'univers et on se fait trop plaisir. Ça a l'air vraiment passionnant. Je suis admiratif, en fait, de passer du temps à développer un monde et tout. C'est vraiment le plus beau des métiers, j'ai l'impression. Et puis, tu nous as bien transmis ça. Donc, merci infiniment d'être venu sur le podcast. Merci beaucoup à toi, Sabri. On va certainement reparler de Peel dans les mois à venir, etc. Donc, tenez-vous tous au courant. Et puis, les As de la Jungle continuent sa lancée. Et puis, je crois qu'il y a d'autres films qui vont sortir du studio, hein, il me semble. Ouais. Les équipes sont en train de bosser sur plein de choses magnifiques.
magnifique. Falcon Express qui va arriver l'an prochain en 2025, réalisé par Jean-Christian Tassier et Benoît Dafis. Puis après, il y aura Lovebirds, réalisé par Léane Blanchard et Laurent Bru. Et puis, bien sûr, pour Netflix, TAT Fabrique, réalisé par Chabat, Astérix, le combat des chefs. Qui prend du temps, mais ça va claquer. Ça va claquer. Je pense qu'on va être servi. Bon, merci Julien. Merci Sabri.